On va parler aujourd'hui d'une notion avec laquelle beaucoup de surdoués se tyrannisent, et qui est proche d'une autre notion sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, la paresse. On va parler de la notion de courage. Et ça va permettre d'enfoncer un peu le clou, parce que j'ai bien vu, à l'occasion d'un certain nombre de commentaires sur la vidéo de la paresse, que malgré tout, l'idée que ces concepts qui font tellement partie de notre représentation du monde, notre représentation spontanée des choses, seraient des concepts vides, ne renvoyant pas à grand chose, c'est une idée qui est difficile à admettre. Donc, analysons celle de courage. Quand je dis que beaucoup de surdoués se tyrannisent, avec la notion de courage ou la notion de volonté qui est extrêmement proche. Parce que, justement, se sentant paresseux, finalement, un certain nombre d'entre eux ont des objets de désir très forts, et puis n'arrivent pas à passer à l'acte. Ou commencent, et puis ça dure pas, c'est pas soutenu, ils s'arrêtent, ils s'essoufflent, et ils en sont désespérés. Et certains passent une vie comme ça, à se dire, avec le talent que j'ai, avec la facilité que j'ai pour entrer, avec le goût que j'ai de telle et telle chose, j'aurais pu faire, alors X, j'aurais pu vraiment être un super musicien, plein de gens m'ont dit, même les quelques fois où j'ai réussi quand même à faire un peu des efforts, plein de gens m'ont dit que j'avais quelque chose entre les mains, et puis musicien on peut remplacer ça par à peu près tout, mais voilà, j'y arrive pas, je manque de volonté. Et c'est extrêmement dégradant pour l'image de soi-même, et du coup d'ailleurs c'est une sorte de cercle infernal, parce que évidemment la fois suivante où ils décident quand même de s'y mettre, allez ce coup-ci ça va être la bonne, ils ont tellement l'angoisse de ne pas y arriver qu'à la première difficulté évidemment ils s'effondrent. Ça vient leur confirmer que décidément il leur manque cette espèce de truc premier, crucial, fondamental, sans lequel on ne peut rien faire, la volonté. Et c'est d'autant plus terrible que c'est finalement ce que leur renvoie toute une société. Ce que leur ont renvoyé les profs quand ils étaient gamins, ce que leur ont renvoyé les parents. Et à côté d'eux, ils ont des gens qui sans doute, justement les gens qui portent ce regard, qui font des choses de manière moins intense, mais beaucoup plus continue dans le temps. Qui disent, voilà, moi j'ai pas de mal, d'ailleurs, moi, à la différence de toi, en plus je m'emmerde dans mon truc, mais enfin je le fais tous les jours, voilà, parce que je sais qu'il faut le faire. Donc franchement, ça t'intéresse, ça te passionne même. Qu'est-ce que t'attends? Et donc, ils ont un sentiment cuisant d'échec et ils ont l'impression d'être complètement foutus. Et alors, analysons-la donc, cette notion de courage. Courage ou volonté, mais prenons même celle de courage. Et pour l'analyser, repartons du champ d'où elle vient, qui est finalement d'abord le champ guerrier, le champ militaire. Qu'est-ce que c'est que le courage dans l'histoire de la guerre? Comment ça marche sur un champ de bataille? Dès qu'on regarde de cette manière-là, on s'aperçoit que c'est une notion beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Parce que le même individu, et ça, dans toute l'histoire guerrière, c'est une évidence, le même individu peut, dans certaines circonstances, être atteint de crise de panique, être incapable de rien faire, et une heure plus tard, ou le lendemain, être d'un héroïsme étourdissant. Les militaires savent d'ailleurs que finalement, héros, ça veut pas dire grand-chose. C'est une affaire de circonstances, de contexte, de tout un tas de facteurs qui font qu'à un moment donné, un individu ou un groupe d'individus va se transcender, va faire quelque chose d'incroyable, et que les mêmes peuvent être extrêmement faibles moralement face au danger, face à la difficulté, quelques jours plus tard, quelques jours plus tôt. Quand on regarde de plus près de quoi il s'agit, en fait, pour comprendre, ça vaut le coup de repartir d'une des grandes souffrances de l'être humain, que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, qui est cette conscience de l'individualité, cette conscience de la solitude dans laquelle nous sommes. Cette solitude qu'on vit même quand on a des amis, même quand on a des gens qu'on aime. D'ailleurs, plus on est dans des relations proches avec des amis ou avec quelqu'un dont on est amoureux, qui est amoureux de nous, plus on l'affronte cette solitude. Plus on affronte le fait que, malgré tout, même quand on s'adore, on ressent pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions, que c'est même très rare qu'on soit en phase. Que le moment où, tout d'un coup, parce que être très amoureux de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on est constamment en transe devant la personne. Plein de moments où, voilà, on sait qu'on est amoureux, mais on le ressent pas sur le moment. Et combien de fois on fait l'épreuve du fait que, tiens, à ce moment-là, on le ressent, on regarde l'autre et on voudrait tellement communier à ce moment-là avec l'autre et juste c'est pas son moment. Il nous fait comprendre de manière plus ou moins abrupte, parfois très polie, mais au fond la souffrance est la même que non, qu'à ce moment-là on est totalement seul avec notre élan.
et symétriquement. Ça nous arrive aussi très régulièrement, finalement, d'envoyer bouler l'autre, plus ou moins gentiment, pour lui faire comprendre que bah non, c'est bon. Et même quand on traverse ensemble des moments dramatiques, par exemple, un deuil, ça met aussi ça en pleine lumière. Le fait que, bien sûr, il y a un moment où on est tous très tristes, ensemble, et on a l'impression d'une fusion, d'une communion qui fait beaucoup de bien, mais ce moment dure très peu. Parce que même dans le processus du deuil, même dans les heures, les jours qui suivent la perte de la personne qu'on aimait tous ensemble très fort, dans une famille par exemple, malgré tout le rythme auquel nous sommes traversés par les multiples émotions, le rythme auquel on est angoissé, en détresse, ou au contraire on retrouve une forme de sérénité, de joie, d'envie de vivre, où on a envie d'oublier, où on va dormir, où c'est un rythme très singulier, et que finalement on n'est presque jamais en phase. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que l'enterrement joue son rôle, le rituel. Pourquoi on va mettre une musique, pourquoi il va y avoir un sermon, pour que tout le monde se rassemble à un moment donné, et puis des fleurs. C'est pour essayer de susciter un moment où on va ressentir à peu près la même chose. On met une musique qui va dicter une émotion, et qui va permettre que tout le monde exprime cette émotion similaire simultanément, de façon à ressentir cette communion dont on a tellement besoin, et qui manque si cruellement, même et surtout dans les moments où on est traversé par des émotions paroxystiques. Donc, si on reparle de cette souffrance, qui est fondamentale chez l'être humain, elle est à la source, chez tout le monde, hein, surdoué pas surdoué, chez l'être humain, elle est à la source d'une quête constante de communion. Et une quête pour tout le monde est inextinguible. Mais cela dit, qui s'exprime de manière très différente. Mais même chez un ermite, d'ailleurs il n'y a d'ermite possible dans l'humanité que par le biais d'une communion imaginaire. C'est-à-dire qu'évidemment, celui qui va dans le désert, s'il croit que Dieu le regarde, et s'il croit que chacun de ses actes sert la communauté à laquelle il se sent appartenir, alors il n'est pas du tout seul. Et c'est ça qui lui permet d'accepter cette solitude. Sinon, c'est impossible. Donc, ce besoin de communion constant, et cette souffrance constante, parce que finalement l'impression d'être rempli de la présence de l'autre, l'impression de vraiment opérer la communion, elle est très rare. C'est au cœur de ce dont on parle. Parce que tout simplement, toutes les guerres se mènent grâce à ce ressort. Ce qui va permettre à un moment donné à un individu d'aller plus loin que la peur de la mort, plus loin que la peur de la souffrance. C'est précisément le fait de, imaginairement, se sentir en fusion avec une entité qui le dépasse, la nation, le régiment, les copains, et qui lui donne une raison de se battre, une raison de souffrir, une raison même de mourir, qui lui font accepter momentanément la mort et la souffrance, non seulement l'accepter, mais même lui donner du sens. C'est exactement ce que fait le Christ. Enfin, si on regarde dans l'évangile de saint Matthieu, il y a un moment où il est désespéré, où il a l'impression que ça sert à rien, et où il s'adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ce moment-là, sûrement, les clous dans ses mains font extrêmement mal. C'est insupportable. Et puis il y a un moment où il retrouve sa foi, et où il a la certitude, la conviction, que par sa souffrance, il est en train de racheter les péchés de toute l'humanité. Et bien à ce moment-là, sa souffrance, elle est plus interprétée par le cerveau seulement comme de la souffrance. Elle est le signe du sens de son existence, et d'une certaine manière, elle est aussi un enjeu de jouissance. Jouissance, pas au sens où elle serait un plaisir physique. Quoique, même d'une certaine manière, elle peut le devenir. C'est ça qui est paradoxal avec la complexité du traitement cérébral du signal sensoriel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir même du plaisir à souffrir. Tous ceux qui aiment faire de l'endurance dans le sport connaissent ça. Il y a dans le fait d'aller au bout de soi-même quelque chose, alors qu'on peut analyser chimiquement comme de la production d'un certain nombre d'hormones, etc., mais qui n'est pas simplement un processus chimique, qui est aussi le fait de se sentir vivant, de se sentir même immortel d'une certaine façon, précisément parce qu'on est capable de se dépasser, précisément parce que c'est difficile, parce que les muscles et tout un tas de signaux du proprioceptif nous disent « Oh là là, arrête, c'est terrible », et qu'en même temps, on est capable de vaincre ça, et on a l'impression voilà, il y a une euphorie là-dedans. Bon. Donc, c'est très complexe ce qui se joue imaginairement dans le rapport à la souffrance, dans le rapport à l'effort. Et si on revient donc aux guerres, c'est pas un hasard si toutes les guerres se mènent en musique. Non seulement en musique, mais au fond on pourrait dire en poésie. Parce que finalement, un bon officier, c'est aussi toujours
à notre connaissance, hein, dans l'histoire militaire, mais depuis Léonidas au défilé des Thermopyles, et sans doute bien avant, jusqu'aux officiers modernes, c'est pas simplement un bon tacticien, bien sûr c'est un bon tacticien, mais c'est aussi toujours un bon conteur. C'est-à-dire quelqu'un qui va mettre la guerre en récit auprès de ses hommes, avant la bataille, pour arriver à qu'ils ne fassent qu'un. Alors, en musique, dans toutes les guerres, les hommes chantent ensemble. Pourquoi ils chantent ensemble? Toujours. Depuis... bon, c'est les films qui, depuis le film de Kubrick, je sais plus comment il s'appelle, Full Metal Jacket. Depuis Full Metal Jacket, on connaît cette scène où, justement, le camp d'entraînement de GI, ils sont toujours, quand ils courent, ils sont toujours en train de chanter. Da 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 da, et tous ensemble. Da 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 da. Bon. Et les chœurs de l'armée rouge, etc. Mais les haka des tribus polynésiennes avant d'aller à la bataille, qu'on retrouve d'ailleurs exactement dans un match de rugby contemporain. Ces rituels, la remise des maillots, les haka, les chants, les hymnes, parce qu'effectivement il va falloir aller au bout de soi-même, au bout de la souffrance, au bout de sa trouille aussi, parce que même sans parler de la guerre, si vous êtes un joueur de rugby et qu'en face il y a un gars qui vous fonce dessus et qui grosso modo c'est un Kingston lancé à pleine vitesse, et qu'il s'agit de le plaquer alors que vous êtes un gringalet demi de mêlée, et que vous savez que vous avez une chance non négligeable de vous foutre l'épaule en vrac, sinon pire, il faut un courage. C'est pas facile de pas hésiter une fraction de seconde en disant « Putain, celui-là, il est vraiment... bon, et sauf que la fraction de seconde, c'est trop tard, le gars, il file à l'essai. Donc il faut arriver à ne pas réfléchir et à foncer. Et quand on regarde dans les vestiaires, déjà, le caractère sacré de la remise du maillot, qui signifie quoi d'ailleurs, par exemple, chez les Blacks, regardez un documentaire sur la remise des maillots chez les Blacks, où finalement l'individualité disparaît. On dit aux joueurs, tu n'es plus tel individu, tu es le numéro 7 des Blacks, ou le numéro 9 des Blacks, numéro qui a été porté avant toi par d'autres, qui sera porté après toi par d'autres, et donc tu n'es plus un individu, tu es un symbole, tu es toute la nation, tu es toute la Nouvelle-Zélande, tu es tout l'honneur de la nation. Et dans la mesure où l'individu arrive à y croire, tant qu'il arrive à y croire, finalement, la douleur, non seulement n'est plus grave, mais elle est presque un élément de jouissance. Donc, évidemment, il est extrêmement courageux. Et c'est ça la guerre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce qu'on appelle le moral des troupes, le moral notamment de l'arrière, est fondamental. Pourquoi les Américains ont perdu au Vietnam? C'est pas militaire comme défaite. Militairement, le rapport de force était écrasant. Simplement, le GI qui est dans la jungle, qui se fait piquer par les moustiques, qui s'est pas douché depuis des jours, qui est trempé jusqu'aux os, qui a mal, qui a un sac à dos super lourd, et qui en plus peut avoir beaucoup plus mal que ça, et a beaucoup plus peur que ça, parce qu'il n'y a pas que les moustiques, enfin, qui a vu son pote la veille égorgé, mutilé, qui a la trouille en permanence, et qui sait qu'il peut être torturé, tant qu'il croit que toutes ces souffrances, au fond, tant qu'il est dans une position christique, tant qu'il croit que toutes ces souffrances ont un sens plein, qu'il est en train de lutter contre le mal, contre le péril rouge, et que s'il tient pas sa place là, demain ce sont ses enfants, sa famille, ses proches, tous les gens qu'il aime, qui vont se faire envahir par les communistes, et la liberté sera fichue, et tout ce pourquoi tout ce qui le tient debout volera en éclats. Finalement, c'est relativement aisé d'accepter tout ça. Mais quand, lorsqu'il revient à la maison, en permission, ses proches, les gens qu'il aime, lui disent « Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais n'importe quoi, t'es pas en train de nous protéger, c'est une guerre qui n'a aucun sens, ils t'ont rien demandé, les Vietnamiens, pourquoi tu vas les emmerder ? Enfin, c'est une guerre qui absurde. » Alors là, en effet, quand il se retrouve dans la jungle, la moindre piqûre de moustique est intolérable. Elle est insupportable. Alors, a fortiori, risquer d'aller se prendre une balle, mener un assaut, et c'est là qu'une armée se disloque. Toutes les armées, l'armée rouge en Afghanistan entre 79 et 81, l'armée française en Algérie, l'armée américaine du Vietnam, enfin, toutes, aussi puissantes soient-elles, quelle que soit la force de frappe, elles se disloquent. Ça, c'est une chose qu'on connaît très bien. Et finalement, maintenir une armée en état de marche, maintenir le courage des hommes, c'est d'abord leur offrir un récit auquel ils peuvent croire, et des rituels qui permettent de
soutenir cette croyance dans le récit, des rituels où tout le monde fait corps, où tout le monde se soude, mais des moments vraiment de conte, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un discours avant la bataille, il y a toujours une harangue, il y a toujours ce moment où tous les hommes crient ensemble, chantent ensemble, avant d'y aller. Parce qu'ils se sentent immortels, pour une raison très simple, hein, c'est que imaginairement, si j'arrive à croire que je ne suis plus un individu, mais que je suis le régiment ou la nation, je suis immortel, parce que la nation est immortelle. Moi, mon corps peut mourir, mais mon vrai moi, c'est-à-dire la nation, le régiment, la tribu, X, ça va survivre évidemment à la mort accidentelle de mon corps. Jusqu'au moment où j'arrive plus à y croire à ça. Et le moment où j'arrive plus à y croire, et ben du coup, dans la situation où je suis, c'est juste affolant, c'est la panique. Et la moindre douleur est insupportable. Et le moindre risque est à éviter. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien quand on analyse les ressorts sociologiques de la guerre. Si on le réapplique maintenant à ce qu'on appelle le courage dans la vie quotidienne. Ce courage qui voudrait qu'on fasse des efforts soutenus, jour après jour, par exemple parce que, je sais pas, moi, justement, si je reprends l'exemple de la musique, on veut devenir musicien, et c'est pas facile de devenir musicien, il faut d'abord avoir de la technique sur son instrument, et pour avoir de la technique, il faut mettre en place des connexions neuronales qui demandent du coup, pour être mises en place, qu'on pratique, et donc qu'on s'exerce. Si on est sur un violon, voilà, pendant des heures, et on réessaye, ça marche pas, et on réessaye, ça marche pas, et le lendemain, et le surlendemain, et etc., etc. Et donc on appelle ça du courage. Et celui qui n'y arrive pas, on dit qu'il est pas courageux. Bon. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Ce qu'on est en train de dire, c'est que les ressorts imaginaires qui permettraient de donner sens à son action ne parviennent pas à se mettre en place. Alors du coup, si on se réintéresse là à la différence entre un fonctionnement typique et un fonctionnement surdoué, tel que nous l'avons compris, nous, c'est-à-dire comme modalité de donation de sens à son existence. Et je rappelle que tout ça, on l'a déplié dans le bouquin, c'est beaucoup plus complexe. Ici, ce n'est qu'une petite caricature. Donc. Bon, mais si on se réfère au fait que la plupart des gens, dans le fonctionnement typique, la manière dont ils donnent sens à leur existence, c'est en adhérant au récit collectif des groupes auxquels ils s'identifient. Ça donne quoi finalement ? Le bon élève, l'élève courageux, l'élève qui fait bien ses devoirs. Il fait bien ses devoirs pourquoi d'ailleurs ? Par exemple l'élève de conservatoire, regardons l'élève le cas de la musique. L'élève qui fait bien ses devoirs de musique. C'est pas forcément parce qu'il adore la musique, qu'il est passionné de musique. Souvent pas d'ailleurs. Parce que finalement, c'est assez ennuyeux. En revanche, ce qui est très important pour lui, visiblement, c'est d'arriver à se dire qu'il est justement un bon élève. C'est visiblement satisfaire ses profs, avoir les compliments de ses profs, être vraiment celui que l'institution distingue et récompense et félicite, être celui que les parents vont féliciter, être à la bonne place, se sentir exactement celui qu'il fallait être, ça le tient debout et ça lui donne largement les forces pour effectivement continuer à agir. Et agir dans le temps et s'imposer un certain nombre de sacrifices. Il n'est pas passionné par la musique, mais il fait bien ses trucs, et il les fait, il a ses examens, et il a ses mentions très bien aux examens, et il en est content, et ça peut durer une vie durant. Celui qui, pour X raisons, des raisons toujours très complexes, des raisons qui renvoient à l'histoire archaïque de l'individu, qui renvoient à la relation très complexe avec les parents, avec les projections qui ont été faites, enfin, voilà, c'est indémêlable. Celui qui n'arrive pas à être à cette place-là, et qui non seulement n'arrive pas à être à cette place-là, mais n'arrive à être finalement à aucune place, pas même à celle de celui qui n'est pas un super élève, mais qui fait quand même les choses, parce que, bon, bah voilà, enfin, qui est une place aussi narcissique importante, avec un enjeu imaginaire important, d'être, voilà, bref, celui qui n'arrive à croire à aucune place, parce que finalement, il est distancié par rapport à ces récits collectifs, auxquels il n'arrive pas à accorder de valeur. Celui-là doit inventer une place. Et il doit surtout trouver des ressorts complètement différents pour agir. C'est là que c'est très complexe. Justement, par exemple, si c'est vraiment un amour très fort de la musique, parce que la musique, pour lui, c'est pas le fait de devenir musicien professionnel, il en a rien à foutre de devenir musicien professionnel, c'est pas un statut, c'est pas d'être le bon élève de conservatoire, c'est pas du tout ça. Mais que la musique, c'est une de ces choses par lesquelles il sent que sa vie pourrait prendre sens, par lesquelles il sent qu'il pourrait accepter de devoir mourir un jour. Mais il aurait vécu ça, voilà, quand il écoute de la musique et qu'il s'imagine pouvoir en jouer ou en composer, chose d'un coup il se dit, voilà, là c'est le Graal.
pour X raison, il se trouve que la musique a tenu cette place-là dans son histoire, voilà, ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais finalement, paradoxalement, justement parce qu'il est en relation directe avec l'objet, arriver à soutenir l'effort dans le temps, c'est extrêmement difficile. Parce que ça va lui demander quasiment de mettre en place tout seul, et souvent contre l'institution. Parce que c'est pas la logique des conservatoires, c'est pas la logique de l'école. De mettre en place tout seul les supports imaginaires qui vont donner sens à l'effort jour après jour, à ses heures de gamme, etc. Bon. Je vous donne un exemple très concret d'un enfant qui, au départ, a commencé, alors concrètement le violon, à l'âge de 5 ans, parce que cet instrument et la musique avaient une place forte dans l'imaginaire parental, et il y avait quelque chose d'une transmission importante qui se jouait là, mais en même temps, bon, 5, 6, 7 ans, il en fait un peu, il est content, mais quand tu trouves ça dur, il s'arrête assez vite, enfin... Voilà, c'est pas si simple de faire des efforts à 6 ans, soutenus, c'est assez ingrat en plus, c'est parfois un peu beau, mais enfin... Et puis il fait la rencontre, à 7 ans, d'un prof, qui noue avec lui une relation très forte, un prof qui a l'âge d'être son grand-père, et qui tout d'un coup l'adopte, et qui devient... le seul adulte d'ailleurs, parce que le même gamin étant peu scolaire, au conservatoire, il est vu, etc. À l'école, c'est toujours, il est jamais le gamin qu'il faut. Et tout d'un coup, au contraire, dans les yeux de ce prof, qui sent qu'il a une sensibilité extrêmement grande, et qui du coup projette des espoirs en lui, et voit la possibilité d'en faire un très grand artiste, dans le regard de ce prof, il a l'impression que ça fait du sens. Et le même gamin, donc, se met à travailler tout d'un coup 1 heure, 1 heure et demie par jour, à 7 ans, 8 ans, à en pleurer parfois, mais à continuer, parce que là, il y a quelque chose qui le grise, pendant quelques années. Parce que ce qui le grise, c'est de parvenir à jouer des morceaux assez difficiles, qui suscitent l'admiration, même s'il les joue pas de manière très propre. C'est-à-dire que parfois il fait des notes magnifiques, il le sait, parfois il y a un élan, il y a une phrase qui est et où tous les adultes sont super émus parce que déjà à 8 ans, à 9 ans, avoir un tel sens musical, ça, et du coup, dans le regard de ces adultes bouleversés par ce qu'il fait, il a l'impression qu'enfin il touche quelque chose d'essentiel. Et puis il grandit. Il grandit et son rapport à la musique change, s'approfondit, mûrit. Et arrivé à 12 ans, tout d'un coup, ça lui suffit plus. C'est-à-dire que il commence à entendre ce qui, parce que quand il joue comme ça, c'est pas propre. Il y a de temps en temps une note qui est un peu à côté, il y a un geste qui est, etc. Jusque-là, c'est pas grave, il l'entend à peine. Et puis tout d'un coup, il se met à l'entendre. Et finalement, son fantasme d'absolu se déplace. Il se déplace parce qu'effectivement, se nourrir juste du fait que, on arrive à bouleverser quelques adultes, etc., ça lui suffit plus. Désormais, il faudrait qu'il arrive à faire quelque chose, à atteindre la perfection qu'il entend quelquefois quand il entend des disques, désormais il entend ça, quand chaque note est exactement en place, quand non seulement c'est magnifique, mais qu'il n'y a rien de sale là-dedans, tout est propre et raconte quelque chose, c'est pas juste de la propreté, on s'en fout de ça, c'est pas une exécution clinique, c'est juste que voilà, chaque détail sonore fait sens. Et tout d'un coup, étourdi par cette perfection, il voudrait l'atteindre, mais là il se rend compte du fait que il en est pour l'instant incapable, qu'il lui manque une technique qu'il n'a pas encore, même s'il a une technique très satisfaisante pour un enfant de son âge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'il s'effondre. Il se passe que, au contraire de celui qui fait de la musique parce que c'est important pour lui, dans l'ensemble de sa vie, d'être à cette place où il va être félicité, donc il aura travaillé 1 heure par jour, même si finalement, quand on l'écoute, cet autre enfant, il n'y a pas une note de musique. Il y a des notes, mais c'est pas de la musique, ça chante pas. C'est pas, il y a pas d'émotion véritable, il y a juste, voilà, quelque chose qui est, voilà, une jolie mélodie faite, etc. Mais il a bien fait son heure ou son heure et demie par jour de gamme, d'exercice, etc. Et tout le monde le félicite, tout le monde est content de lui. L'autre, il fait quelque chose d'infiniment plus musical, mais régulièrement, il se prend les reproches de oh là là, mais oui, mais t'as pas assez travaillé comme ci, ou c'est pas assez rigoureux, ou c'est pas bon. Et tant que
il avait 8 ans, l'autre. Ce regard des approbateurs de l'institution pouvait être compensé par le fait que, voilà, quelques musiciens lui disaient « Ah oui, c'est merveilleux ce que tu as dans les mains » et que parfois il y avait une vraie émotion. Mais, parvenu à un certain stade de maturité, il voudrait autre chose, et là tout d'un coup il s'arrête. Il s'arrête, il s'effondre, il est même plus capable de toucher son instrument parce que ça devient une torture. Parce qu'il entend tout ce qui ne va pas dans ce qu'il fait, et que du coup, il n'y a plus aucun rêve possible. Il n'arrive plus du tout à croire à ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour le coup, même ce qui va, parce qu'il continue à faire des phrases très belles parfois, des phrases musicales mais il n'arrive plus à y croire. Il ne les entend même plus finalement, ces moments magnifiques qu'il fait. Ou alors, il les entend, c'est fugace, mais finalement, juste le moment où ça accroche, tout s'effondre. Le vertige que je décris là, je pense que beaucoup de ceux qui sont en train de regarder cette vidéo le connaissent. Avec tout ce que ça peut entraîner de perfectionnisme complètement mortifère et qui empêche totalement d'agir. Donc, à la fois un perfectionnisme très grand, une espèce d'action totalement convulsive et qui s'épuise extrêmement vite. Bref, un enfer, un véritable enfer. Comprendre ce qui se joue là, c'est d'abord comprendre qu'il n'est pas du tout question de courage ou de volonté comme si on parlait d'une qualité intrinsèque que les individus ont ou n'ont pas. Ça c'est un mythe très contemporain, c'est un mythe omniprésent. Mais analysez aussi le monde du sport, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. C'est une farce. C'est le monde du sport parce que c'est avec le management et l'armée, le monde où on tient le plus le mythe de le mental de gagneur. Hein. Je veux dire, les gens, ils ont un mental fort. Et pour arriver à tenir ce mythe, faut surtout pas regarder de près. Parce qu'il faut surtout pas voir que le gars, qui est, c'est vrai, un champion capable de, ou un manager, un cadre capable de bosser 50 heures par semaine, 60 heures par semaine, oh là là, quel mental! Ne pas voir que le même individu, par contre, ça fait 20 ans qu'il essaye de pas tromper sa femme, ou 15 ans qu'il essaye d'arrêter de fumer, et qu'il n'y arrive pas. Ou voir que le même sportif, d'ailleurs, il va être extrêmement fort jusqu'au moment où, pour X raison, il va être en panne. Et que quand il sera en panne, il n'arrivera plus à rien. Si on regarde de près la courbe des carrières, on s'aperçoit justement de la fragilité de ce mental. Et d'ailleurs, tout vrai bon entraîneur sait très bien qu'en fait, c'est du côté du récit, c'est du côté de l'affect que ça se passe. C'est du côté de l'irrationnel, du côté de ce qui va faire que, à un moment donné, le gars ou la fille va se sentir immortel et tout-puissant, et puis qu'à un moment, à un autre, et parfois dans un match de tennis, c'est d'un jeu à l'autre, d'un set à l'autre, le vent tourne, et tout d'un coup, tout perd sens. Et tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait, de perdre à ce tournoi? De toute façon, je vais en rejouer un autre dans 15 jours. Et puis, si je suis pas numéro 1 mondial, quelle importance, en fait? Ça rime à quoi, tout ça? D'envoyer une balle jaune, et au moment où il se dit ça, il est plus capable de rien. Bon. Donc, malgré toute la fragilité évidente de ce mythe, si on analyse rationnellement les situations qu'il est censé interpréter, je parle du mythe de la volonté, du mental fort, du courage, il est tellement crucial dans le récit de notre culture, le récit contemporain, que du coup c'est très difficile de s'en détacher et de pas se tyranniser avec. Et c'est évident que pour arriver à sortir du cercle dont je parlais, il va falloir beaucoup de choses, que je ne peux pas détailler ici dans cette vidéo, et qui en plus, qu'il va falloir inventer individu par individu. Il n'y a pas de recette miracle. Mais en tout cas, ça n'est absolument pas de l'ordre d'un effort de volonté. C'est tout à fait autre chose. La vraie question qu'il faut poser, c'est finalement, pour cet individu, quelles sont les conditions, et c'est très complexe, et je sais que ça va être très frustrant que je m'arrête là-dessus, mais quelles sont les conditions qui permettraient à un récit d'être pour lui suffisamment crédible, que ça fasse suffisamment sens pour que du coup, il puisse tout naturellement retrouver évidemment l'énergie et la capacité à faire des efforts qu'il a comme n'importe quel être humain, et peut-être même beaucoup plus que les autres.